Salut et bienvenue sur KB Trainings dans cette leçon numéro 1.1.14 consacrée à notre cours sur le Cisco CCNA 200-301. Nous allons continuer à parler des composants d'un réseau informatique et aujourd'hui nous allons parler spécifiquement du routeur, du pare-feu appelé en anglais firewall ou soit de système de prévention d'intrusion en anglais Intrusion Prevention System ou en abrégé IPS. Alors, ceci, c'est toujours dans le chapitre d'introduction au concept réseau. Donc, tous ces équipements que nous allons annoncer aujourd'hui ou dont je vais parler aujourd'hui, il y a beaucoup de détails que je peux dire là-dessus. Donc, je peux passer toute une leçon, je peux passer 1-2 heures à ne parler que du routeur, par exemple. Mais ça, c'est l'introduction. Je vous dis ce que c'est, je vous dis ce que ça fait. Et lorsque nous allons avancer et arriver au niveau des solutions Cisco, c'est là que nous allons nous étaler sur des routeurs Cisco, par exemple. Qu'est-ce que ça fait? Comment on les configure? Quelles sont leurs différentes variantes ou des différentes fonctionnalités, ainsi de suite. Alors, pour l'instant, j'introduis seulement. Comme bien sûr, ce KB Training, je vais de 0 à ingénieur. Donc, je présume que certains là-dehors ne connaissent pas ce que c'est qu'un routeur. Si nous jetons un petit coup d'œil au plan de l'examen tel que Cisco l'a publié, nous pouvons voir que nous sommes encore à cette partie ici, qui est la partie qui parle des notions fondamentales des réseaux. Donc, nous allons parler aujourd'hui des routeurs, des firewalls et IPS. La leçon passée, nous avons parlé de switch. Et puis, dans les leçons qui viennent, nous allons continuer avec le reste. Alors, sans plus tarder, passons directement à l'essentiel. C'est quoi un routeur? Alors, j'ai mis ici les trois termes dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, vous avez routeur, firewall et puis IPS. Alors, pour commencer, c'est quoi un routeur? D'abord, nous avons parlé du switch la fois passée. Nous avons dit que le switch permet de connecter différents équipements dans un réseau. Ils se connectent ensemble, ils partagent des trafics, ainsi de suite. Et ceci constitue un réseau. C'est un petit réseau. C'est un réseau qui peut être un réseau à domicile, ou soit ça peut être une branche, ou soit une représentation d'une grande entreprise dans une certaine ville. Disons par exemple que nous sommes dans une banque, et ça c'est notre station de Paris par exemple, dans nos installations de Paris, et nous n'avons que 3 employés, nous sommes une petite banque, disons. Et ici, nous sommes à Bruxelles, et nous avons 2 employés à Bruxelles. Et puis là, nous avons un data center ou un centre de données, disons, à Amsterdam. Voilà, donc nous avons 3 différentes localisations et nous avons plusieurs employés qui travaillent là-bas. Disons, nous avons plus d'un employé. Et ici, c'est un data center, comme j'ai dit. Donc, ça veut dire que nous avons des serveurs, ainsi de suite, bien que j'ai mis sous forme de desktop, mais disons que ce sont des serveurs. Et notre bureau de Paris et notre bureau de Bruxelles veulent avoir accès à notre data center qui se trouve à Amsterdam. Alors, déjà en interne, ces ordinateurs peuvent communiquer entre eux. A, B, C peuvent s'envoyer du trafic sans problème. Mais lorsque A, par exemple, veut envoyer du trafic dans le data center à l'ordinateur D ou bien à l'ordinateur E qui se trouve à distance, nous devons utiliser un équipement qui permet de connecter ces 2 localisations, ou soit ces deux bureaux. Et c'est là qu'intervient le routeur. Je vais juste le représenter comme ça. Le routeur, c'est un équipement qui permet de connecter 2 réseaux différents. D'ailleurs, le routeur, quand vous regardez sur lui-même, il a plusieurs ports et chaque port d'un routeur appartient à un réseau différent. Donc, vous pouvez configurer chaque port d'un routeur comme faisant partie d'un réseau différent. Et la différence dans ce réseau-là ne se fait pas seulement au niveau physique, ça se fait aussi au niveau logique. Ça veut dire que l'adressage est différent. Nous avons parlé de l'adresse IP. Si par exemple, le réseau interne de ce côté est 10.0.0.0/24, soit /24, un autre réseau qui va être différent de celui-ci doit avoir un autre identifiant de réseau. Donc, si nous avons 10.0.1.0/24, ça c'est un autre réseau différent de celui-là.
Je crois que j'ai déjà expliqué ça quand je parlais d'adresse IP et de masque de sous-réseau. Mais nous allons revenir en détail. Donc ça, c'est deux réseaux différents. Et ces deux réseaux ici, un ordinateur qui a une adresse qui se trouve dans ce réseau ne peut pas parler à un ordinateur qui a une adresse qui se trouve dans l'autre réseau. C'est là que le switch intervient. En fait, le routeur intervient. Et lorsque nous avons un routeur, nous pouvons configurer une interface de ce routeur-là à appartenir à un réseau, le réseau 1, et une autre interface appartenir à un autre réseau, au réseau 2 par exemple, et le routeur va savoir comment rediriger le trafic lorsqu'il va le recevoir de la part d'un ordinateur qui se trouve dans un réseau dans l'autre. Prenons un exemple. Nous avons parlé ici, j'ai donné l'exemple de nos bureaux qui se trouvent à Paris, à Bruxelles, à Amsterdam, ainsi de suite. Bien sûr, en tant qu'une petite banque, on n'a pas la possibilité de mettre des câbles qui quittent Bruxelles jusqu'à Paris, jusqu'à Amsterdam. Ce que nous allons faire est que nous allons utiliser l'Internet. Nous allons utiliser un fournisseur d'accès à Internet. Alors, nous allons représenter ce fournisseur-là par le cloud, mais bien que déjà, vous allez comprendre avec le temps que le cloud, en général, ça représente juste tout un tas d'équipements qu'on n'a pas envie d'expliquer en détail. Donc, nous avons ici le cloud qui représente notre fournisseur d'accès Internet. Disons par exemple que c'est quel fournisseur? FT, bon, France Télécom. Je crois que c'est devenu Orange, je ne sais même pas. Je crois que j'avais travaillé avec France Télécom. Voilà, donc nous avons France Télécom qui est notre fournisseur d'accès Internet qui se trouve en même temps à Paris, à Bruxelles et à Amsterdam. Ce qui va se passer est que nous devons d'abord connecter nos bureaux de Paris à l'Internet. Ça veut dire que nous allons mettre un routeur ici. Et ce routeur va diviser quel réseau? Il va diviser le réseau de France Télécom et notre réseau interne. Donc, le routeur va être connecté à notre switch et il va aussi être connecté en même temps à France Télécom. Donc, nous avons ici deux réseaux différents. Celui-ci peut être 10.0.0.0/24 et l'autre, comme il est public, il est à l'extérieur. Je vous ai déjà parlé des différents types d'IP. Nous pouvons avoir, par exemple, 25.15.0.18, ainsi de suite. Donc, c'est un numéro, c'est une adresse IP qui est différente de l'adresse privée. Alors, c'est ça le travail que le routeur va faire. Si un utilisateur qui se trouve ici veut aller sur Internet, par exemple, ou soit sur Google, disons que Google se trouve quelque part ici, et Google a aussi une adresse, le client va envoyer le trafic à l'IP de Google, et le trafic va venir au niveau du switch, et le switch va prendre le trafic, il va l'envoyer au niveau du routeur. Déjà, avec le subnet mask, lorsque un ordinateur remarque que l'adresse à laquelle il veut envoyer le trafic n'est pas dans son réseau, l'ordinateur envoie directement ce trafic-là à sa passerelle par défaut, qui est le routeur. Donc, les routeurs, c'est là que les ordinateurs jettent tout ce qu'il y a comme trafic dont ils ne connaissent pas la destination. Si ma destination était l'ordinateur B, par exemple, grâce au masque de sous-réseau, l'ordinateur A allait remarquer que B se trouve dans mon réseau et il allait envoyer directement l'adresse à B. Mais si l'ordinateur A remarque que cette adresse n'appartient pas à mon réseau local, l'ordinateur A va envoyer l'adresse là à sa passerelle par défaut. J'ai du mal à dire passerelle. À sa passerelle par défaut qui est en général un routeur. Je dis en général parce que deux fois, le switch aussi peut faire du layer 3, comme je vous ai dit la fois passée, ou soit ça peut être un firewall, mais je dis en général, ou soit typiquement, ça doit être un routeur. Et il envoie le trafic là au routeur, et le routeur doit savoir où se trouve Google. Donc le routeur doit savoir où se trouve la destination. Et la destination peut être le réseau juste à côté. Par exemple, si nous avions un câble qui quitte Paris, qui va directement à Bruxelles, donc le réseau de Bruxelles allait être juste à côté du réseau de Paris. Mais en général, en réalité, ça passe souvent par un fournisseur d'accès Internet comme France Télécom. Et France Télécom a des milliers de routeurs. Donc, le trafic va passer par plusieurs routeurs avant d'arriver à destination. Et tous les routeurs qui vont recevoir ce trafic-là savent où se trouve la destination et ils envoient ce trafic-là à la destination. Si le routeur ne sait pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser tomber le trafic. Donc, il va juste laisser tomber le trafic et il va informer à la provenance que je n'ai pas pu délivrer le trafic parce que je ne sais pas où ça se trouve. Peut-être le destinateur est disconnecté et déconnecté, ou soit ils ont un problème de courant, ainsi de suite. Et le routeur, à l'intérieur de lui-même, détient ce qu'on appelle la table de routage, ou le routing table en anglais. Donc, déjà, comme notre routeur n'a que deux réseaux, le routeur ici doit savoir déjà que, disons que ça c'est le port 1 et ça c'est le port 2. Le routeur doit savoir déjà que j'ai accès
au réseau 10.00.0/24. J'ai aussi accès au réseau 25.15. Donc, il va dresser ça quelque part dans une table qu'on appelle table de routage. Et dans le table de routage, il va dire le réseau 10, par exemple, est au port P1. Le réseau 25, par exemple, est au port P2. Et dans ce cas ici, comme il s'agit d'une petite entreprise, nous devons avoir, France Télécom va nous donner un routeur par défaut, ou soit notre passerelle par défaut. Il peut, quand ça va comme ça sur Internet, bien sûr, ça va se connecter sur un équipement qui se trouve quelque part ici. Et c'est cet équipement à qui nous allons envoyer tout ce que nous avons, dont nous ne connaissons pas la destination. Donc, le routeur, ici, au niveau de Paris, va avoir aussi une autre entrée dans sa table qui va dire pour tout trafic dont je ne connais pas la destination. Ici, j'ai mis 0, ça veut dire je peux envoyer ça à tout le monde. Tout le monde dont je ne connais pas la destination, j'envoie à ma passerelle par défaut qui est un routeur qui appartient à France Télécom. Et si nous allons au niveau de France Télécom, c'est ici que nous allons voir des choses grandioses parce que lui, c'est un routeur de service provider ou soit un routeur de fournisseur d'accès Internet. Donc, il connaît beaucoup de chemins vers beaucoup de destinations. Donc, lui doit tout connaître. Et pour maintenir cela, juste entre parenthèses, il y a un protocole qu'on utilise qui s'appelle BGP. Et BGP, c'est un protocole qui permet aux différentes entreprises et différents réseaux de partager leur table de routage. J'ai donné l'exemple de Google qui se trouve ici, qui a une IP qui commence avec 100 quelque chose par exemple. Google doit informer tout le monde sur Internet que mon adresse est 100 quelque chose, je ne sais pas quoi. Donc, tout le monde sur Internet doit savoir ça. Ils doivent savoir que Google se trouve à telle adresse. Alors, lorsque quelqu'un va vouloir envoyer le trafic à Google, le routeur de France Télécom va dire « Hey, je sais où est-ce que Google se trouve » et il va rediriger le trafic là vers Google grâce à ce qu'on lui a donné comme information. Je commence à aller un peu en détail, mais nous allons en parler plus dans ce cours. C'est ça même l'essentiel. En tant qu'ingénieur Cisco, vous devez être capable de configurer des routeurs ou soit vous devez être capable de dessiner des réseaux, de déployer des réseaux. Donc, c'est en connaissant tous les principes comme ceci que vous pouvez être capable de faire tout cela. Donc, voilà, si nous voulons atteindre Amsterdam, nous mettons aussi un routeur ici. Et le routeur se connecte à Amsterdam et il se connecte aussi à notre service provider. Et si nous avons un trafic pour envoyer à Amsterdam, l'ordinateur A va envoyer ça au routeur. Le routeur va envoyer ça au service provider. Le service provider va envoyer ça au routeur d'Amsterdam et le routeur d'Amsterdam va délivrer le trafic à l'ordinateur de destination. Donc, le routeur connaît où se trouvent tous les différents réseaux et s'il ne connaît pas, il va laisser tomber le paquet et il va répondre pour dire « Je ne connais pas comment délivrer ton paquet, donc je l'ai laissé tomber. » Et toi, tu vas juste savoir que ton trafic n'est pas arrivé. Et ici, juste pour aller un peu plus en profondeur, on peut, si on veut utiliser le service provider comme ça, on peut utiliser ce qu'on appelle, c'est un terme que vous avez déjà bien entendu, ce qu'on appelle le VPN. Donc, on peut aussi créer un VPN entre Paris et Amsterdam. Donc, ça va être, on va utiliser l'accès que nous avons à travers France Télécom et nous allons créer un tunnel virtuel qui nous connecte directement à Amsterdam. Donc, notre trafic ne sera pas visible à France Télécom. Ça sera encrypté, ça sera enveloppé dans différentes couches qui ne vont pas permettre à France Télécom de voir ce que nous avons à l'intérieur, ou soit quiconque sur Internet ne saura pas voir ce que nous avons dans ces tunnels-là. Et je peux aussi créer un tunnel allant de Paris à Bruxelles directement. Donc, je serai comme si je suis connecté directement à Bruxelles, alors que je passe par plusieurs chemins. Ça, c'est le VPN. Nous allons en parler lorsque nous allons atteindre la partie de sécurité, ainsi de suite. Mais déjà, j'ai beaucoup parlé, mais je crois que vous avez retenu l'essentiel. Donc, nous avons besoin d'un routeur pour connecter différents réseaux. Là, nous avons 3 réseaux. Nous mettons un routeur au milieu. Je connecte celui-ci là, je connecte celui-là ici, et puis je connecte le troisième là. Et notre routeur connaît qu'il est connecté à 3 réseaux, réseau 1, réseau 2 et réseau 3. Et lorsqu'il a le trafic qu'il doit envoyer au réseau 3, il fait suivre le trafic au réseau 3. Lorsque c'est au réseau 2, il fait suivre au réseau 2. Lorsqu'il veut envoyer au réseau 4 qui se trouve ici et que lui n'a pas de connexion directe au réseau 4, il va faire tomber ce trafic-là, il va amener ça nulle part et il va donner un avertissement pour dire je n'ai pas pu faire arriver le paquet à destination et je l'ai fait tomber. Voilà, c'est ça en fait. Et l'Internet, c'est l'ensemble de tous ces réseaux-là qui sont connectés ensemble. Donc, tous ces réseaux, toutes ces différentes entreprises, toutes ces personnes privées,
tout le monde qui est connecté sur Internet avec leur routeur, qui se connaissent tous. C'est ça qui forme pratiquement l'Internet. Et c'est ce que vous êtes en train d'utiliser en ce moment pour suivre ces vidéos. Le routeur est un équipement qui connecte deux réseaux, deux ou plusieurs réseaux. Et puis, le routeur permet d'acheminer le trafic de l'expéditeur vers le récepteur ou le destinataire. Et puis, les deux réseaux peuvent être adjacents ou soit ils peuvent être distants. Et comme je vous ai dit, grâce à BGP, tous les grands service providers ou toutes les grandes entreprises se connaissent et toutes les grandes adresses IP sont connues. D'ailleurs, la table de BGP en ligne, en fait, sur les service providers est très, très grande. Il y a jusqu'à, je ne sais pas, 160 000 ou quelque chose comme ça d'entrées. Donc, ce sont des très, très grosses tables. Et quand un ordinateur doit connaître tout cela, il doit avoir une grande mémoire parce qu'il doit connaître presque où se trouve tout sur Internet. Alors, le routeur, il lit l'adresse IP. Donc, quand un paquet arrive, le routeur va lire l'adresse IP de destination dans ce paquet-là. Et à partir de cette adresse-là, il va déterminer où envoyer le trafic. Et il y a plusieurs types de routeurs. Je n'ai pas voulu entrer en détail ici parce que plusieurs personnes qui définissent les types de plusieurs façons. Mais déjà, sachez que selon la position que le routeur occupe, il y a ce qu'on appelle les routeurs Edge, ça veut dire le routeur de bordure. Par exemple, l'exemple de France Télécom que je vous ai montré, le routeur, France Télécom a un grand réseau, ok? Il y a des grands routeurs qui sont à l'intérieur, et puis il y a d'autres routeurs qui sont à l'extrémité, qui sont connectés directement au client. Ça, c'est ce qu'on appelle les Edge routers, donc ils sont vraiment à la bordure. Et puis il y a les Core, qui sont les routeurs Core, ou les routeurs de base. Donc ce sont des grands routeurs qui se trouvent à l'intérieur même du réseau, et ce sont des routeurs qui ont des tailles énormes et qui donnent plusieurs terabits de trafic par seconde. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle des routeurs virtuels qui peuvent être dans un environnement virtuel, ainsi de suite. Je vais vous donner des liens comme d'habitude. Il y a beaucoup de liens que vous pouvez suivre et lire pour avoir plus de détails. Mais déjà, là, je ne fais qu'introduire le routeur et ce que c'est. Et en général, le routeur fonctionne au niveau de la couche 3. Donc, je dis fonctionne en général au niveau de la couche 3 parce que, bien sûr, il a aussi des fonctionnalités de la couche 2. Ça veut dire qu'il lit les MAC addresses, il peut bloquer des MAC addresses, il peut faire des choses que le switch peut faire, mais son travail, typiquement, c'est au niveau de la couche 3. Il peut même aller au niveau de la couche 4 parce qu'il peut bloquer les TCP, les UDP, par exemple. Donc, il lit aussi la quatrième couche, mais en général, il est au niveau de la couche 3. Donc, si à l'examen, on vous demande où se trouve le routeur, c'est au niveau de la couche 3. Et si à l'examen, on demande où se trouve le switch, c'est au niveau de la couche 2. Et à la couche 1, on trouve quoi? Le hub ou le concentrateur, et puis les câbles, ainsi de suite. Voilà, ça c'est tout pour le routeur. Et dès que vous comprenez le routeur, tout ce qui va suivre est presque similaire. Parce que après ça, nous allons parler du firewall. Et en parlant du firewall, si nous rentrons à notre image, on peut placer le firewall partout où on peut placer le routeur. On peut le placer ici. Le firewall, je vais le mettre carré. En général, on le représente carré. Donc, je peux placer un firewall ici. Je peux placer un firewall là-bas aussi. Et puis, un firewall à Amsterdam, si jamais on parle d'Amsterdam. Et puis, le firewall aussi peut se connecter directement à notre fournisseur d'accès Internet. Alors, d'abord, c'est quoi un firewall? Un firewall est un équipement qui permet de sécuriser le réseau. C'est un équipement réseau qui permet de sécuriser les réseaux. Ça peut être un équipement physique ou ça peut être un équipement, ça peut être une application installée dans une certaine machine. Mais l'objectif de l'application, c'est quoi? C'est de sécuriser le réseau. Dépendant du design, comme je vous ai dit, il y en a qui mettent le firewall ici. Il y en a qui mettent le firewall et le routeur, ce qui ne fait aucun sens. Mais déjà, le firewall peut faire le travail du routeur. Donc, le firewall est au-dessus du routeur. C'est comme le grand frère du routeur. Il peut faire tout ce que le routeur peut faire. Il fait le routage, ainsi de suite. Et en plus de cela, il peut aussi faire la sécurité. Bien que le routeur aussi peut faire la sécurité. Donc il faut comprendre qu'il y a toujours une petite partie de fonctionnalité d'un certain équipement qu'on met dans l'autre équipement pour qu'il puisse combler le vide si jamais on en a besoin. Je vous ai parlé par exemple des Layer 3 switches, ou soit des couches de switch de niveau 3. Ça veut dire que ce sont des switches qui peuvent faire du routage. Donc si par exemple tu as un réseau en interne et que tu connectes plusieurs ordinateurs et tu veux le subdiviser en plusieurs petits réseaux, si tu as un switch de couche 3, tu n'as pas besoin d'un routeur. Mais si ton switch est seulement de couche 2, tu dois avoir un routeur à l'extérieur. D'ailleurs, nous allons en parler lorsque nous allons parler de router on a stick. Ça veut dire que nous allons utiliser un routeur à l'extérieur pour faire le routage des VLAN dans un switch. Là, c'est quand nous allons entrer dans le corps même des solutions Cisco. Alors, le routeur aussi
peut avoir, ou soit le routeur aussi a des fonctions de sécurité que vous pouvez implémenter, mais la sécurité en soi, c'est la propriété du firewall ou du pare-feu. Donc le pare-feu, son travail, c'est de bloquer ou de permettre les trafics. Disons par exemple que nous avons quelqu'un ici qui veut accéder à notre serveur web qui se trouve à Amsterdam. Et le serveur web, en général, nous devons savoir qu'il doit être accédé à distance. Donc nous allons le mettre dans une zone où le trafic peut être accepté pour aller vers le serveur. Donc, celui-ci va envoyer le trafic. Son firewall va faire sortir le trafic parce que, bon, c'est son ordinateur interne. Il veut accéder sur Internet. Il va faire sortir le trafic et l'envoyer vers Amsterdam. Et arrivé à Amsterdam, le firewall d'Amsterdam va regarder, il va dire, oh, est-ce que tu as le droit d'entrer? Où est-ce que tu vas? Tu vas où chercher quoi? Et lorsqu'il va voir que, oh, OK, il va au niveau du serveur web. Et puis, le serveur web, il est public, il n'est pas privé. Il va alors permettre au trafic d'entrer et le trafic va atteindre la destination. Mais si celui qui est ici veut atteindre, par exemple, un serveur, disons par exemple le serveur de paiement, OK? Là où il y a toutes les transactions, ainsi de suite, et puis les informations des gens, ça, c'est le genre de serveur qu'on doit vraiment protéger à tout prix. Donc, tout le trafic qui doit venir vers ce serveur doit être inspecté par le firewall. Et le firewall, en fait, ça c'est le switch, inspecté par le firewall, et le firewall doit laisser passer ce trafic-là pour que ça entre. Maintenant, à travers le firewall, nous allons établir ce qu'on appelle les règles, ou en anglais les rules. Nous allons dire au firewall exactement quel trafic accepter, quel trafic refuser, comment envoyer des alarmes lorsqu'il y a une adresse IP, par exemple, qui est en train d'abuser de ces règles-là, ou soit qui veut créer une sorte d'attaque, ainsi de suite. Donc, le firewall, son travail, c'est celui-là. Comme je vous ai dit, on peut en parler à longueur de journée, mais là, c'est une introduction au firewall. Donc, vous avez déjà une idée. Et en général, le firewall, il est représenté, comme je vous ai dit, c'est comme une sorte de mur. Hein. Souvent, c'est comme une sorte de mur. Voilà, c'est ça le firewall. Et pour passer à notre littérature ici, j'ai dit que le firewall est un périphérique réseau qui garantit la sécurité d'un réseau. Bien sûr, comme nous l'avons dit, ça permet au trafic d'entrer ou de sortir, ainsi de suite. Et aussi, le firewall peut être un appareil matériel ou soit peut être un logiciel. Comme dans votre ordinateur Windows, par exemple, vous avez un firewall qui permet de régulariser ce qui entre et ce qui sort. Ça permet de protéger votre ordinateur contre différents types d'attaques, ainsi de suite. Le firewall fait aussi du routage. Donc, il est au-dessus du switch. Il fait la sécurité. Il fait le routage. Il inspecte les différents paquets qui viennent à plusieurs niveaux. Au niveau de la couche 3, au niveau de la couche 4, TCP, et il va même au-delà. Et quand ça va au-delà, quand ça fait beaucoup plus d'activités à part juste bloquer et permettre, ainsi de suite, quand ça peut inspecter les paquets en profondeur, quand ça peut voir les différentes applications, quand ça peut bloquer ou permettre selon les nouvelles sur Internet ou soit selon les dernières tendances, selon les dernières vulnérabilités, on appelle cela les New Generation Firewall. C'est le genre de firewall qui vont au-delà d'un firewall simple. Ça veut dire qu'ils ajoutent plusieurs fonctionnalités que le firewall simple n'a pas. Donc, ils vont au-delà. Ça veut dire qu'ils vont jusqu'à la couche application. Ils inspectent l'application. Si vous faites du web, par exemple, il va inspecter le web. Il va voir quel genre de trafic vous êtes en train de consommer et il peut permettre ou il peut bloquer ce trafic-là. Donc, en parlant de New Generation Firewall, retenons que ce sont des pare-feux qui vont au-delà du pare-feu traditionnel. J'ai mis en traditionnel entre guillemets parce que c'est une façon de parler. Ça veut dire juste que ça va au-delà du pare-feu qui a peu d'options. Mais lui qui est le NGFW ou soit New Generation Firewall, c'est le genre de firewall qui fait plus qu'un firewall ordinaire. Et par exemple, comme fonctionnalité, ça peut avoir la connaissance et le contrôle des différentes applications et bloquer les applications à risque, ainsi de suite. Ça fait l'inspection des paquets cryptés. On peut aussi avoir les systèmes de prévention d'intrusion. C'est ce que nous allons voir prochainement dans le prochain slide. Mais déjà, sachez qu'un New Generation Firewall peut intégrer les IPS à l'intérieur. Il peut aussi avoir les IDS ou les Intrusion Detection System. Il peut faire l'inspection approfondie des paquets. Il peut avoir des techniques pour réagir aux menaces de sécurité en évolution. Par exemple, s'il y a un nouveau virus qui est mis en place, comme le ransomware, qui a fait rage dernièrement, qui fait toujours rage maintenant, là, le firewall peut connaître cela, à quoi ça ressemble, et il peut protéger votre réseau selon la connaissance avancée qu'il a. C'est pour ça qu'on appelle ça le New Generation
firewall. Et pour terminer, nous allons parler du IPS ou de Intrusion Prevention System, système de prévention d'intrusion. Avant, il a été séparé du firewall, mais maintenant, je vous informe que dans les nouveaux firewalls ou dans les firewalls de nouvelle génération, le IPS est souvent inclus dans ce firewall-là. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne KB Trainings où je vous ai montré le FortiGate que j'ai installé ici à domicile. Alors, le FortiGate en question inclut le IPS à l'intérieur. Ça inclut aussi beaucoup de choses qui vont au-delà d'un firewall simple. Donc, les firewalls d'aujourd'hui, les New Generation, incluent tout ceci. Mais à l'époque, dans les années 2000, le IPS était un équipement à part que l'on mettait derrière le routeur, derrière le firewall plutôt. Donc, ça ajoutait plusieurs fonctionnalités ou soit une autre couche de fonctionnalité au firewall. Ça permettait d'inspecter les paquets et de voir quels sont les paquets qui peuvent exploiter les vulnérabilités que nous avons dans notre réseau. Il peut connaître ce qu'il y a comme menace sur Internet. Il connaît aussi ce qu'il y a comme vulnérabilité dans notre réseau et il va aider le réseau en bloquant ou en permettant certaines applications ou certains trafics d'entrer ou de ne pas entrer. Et il détecte ce trafic-là grâce à une signature. La signature, c'est un code particulier qui identifie une certaine menace sur Internet. Souvent, les signatures, quand elles sont détectées, elles sont propagées vers tout le monde. Tout le monde connaît par exemple que non, tel virus a tel genre de signature ou tel genre de code dans son trafic. Alors, si le IPS détecte ce genre de trafic-là, il va le bloquer. Ou soit, ça peut aussi bloquer en détectant les anomalies statistiques. Ça veut dire que à une certaine heure, le trafic a un certain comportement et le IPS va retenir cela comme baseline, ça veut dire comme la base de comparaison. Et si du coup le IPS commence à remarquer des trafics flous ou soit des trafics qui sont suspects à l'intérieur du réseau, le IPS peut prendre des mesures pour bloquer cela. Donc là, c'était une introduction au IPS, mais sachez déjà, comme je vous l'ai dit, que les NGFW ou les New Generation Firewall ou les firewalls ou les pare-feux de nouvelle génération ont les IPS déjà inclus, ou ce qu'on appelle encore les UTM, ou soit les Unified Threat Management. C'est un appareil qui permet de gérer toutes sortes de menaces sur Internet. C'est un type de firewall aussi. Ça inclut déjà le IPS. Donc, c'est très rare. En fait, c'est possible de trouver les IPS aujourd'hui, mais la plupart des compagnies qui mouvent vers les nouvelles technologies utilisent plutôt des nouveaux types de firewall qui ont déjà le IPS intégré. Voilà, c'est tout ce que nous avions à dire sur le routeur, le pare-feu et le IPS. Je crois que c'est une bonne introduction à ceci. Bien sûr, nous allons voir des détails, nous allons entrer en profondeur. Merci d'avoir suivi. Le forum est là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Et j'ai aussi laissé des liens qui viennent de partout. Il y en a qui viennent de Cisco, qui parlent du routeur. Il y en a qui font la différence entre le routeur et le switch, ainsi de suite. Il y en a qui parlent du firewall. Donc, checkez les différents liens. Et n'oubliez pas que vous êtes en train d'apprendre. Donc, allez-y doucement, prenez le temps de lire, faites vos petites recherches et apprenez le plus possible sur ces différents équipements. Et nous allons nous retrouver dans la suite ici sur KB Trainings. Merci beaucoup et portez-vous bien. Bye.